Bonjour, bienvenue à tous pour ce midi adhérent CD2E, le premier de la rentrée. Je pense que la majorité des participants nous ont rejoints. Donc, a priori, c'est parti. Moi, je suis Alice Salamon, je suis chargée de communication pour le CD2E. Et donc, l'une de mes principales missions, c'est de mettre en valeur nos adhérents. Nos adhérents, donc, qui sont des professionnels de l'éco-transition, qui proposent et qui apportent des solutions environnementales, énergétiques, organisationnelles et qui contribuent donc à la mise en place de pratiques plus vertueuses. Et pour illustrer cela, aujourd'hui, on accueille un nouvel adhérent de 2022, donc Marie Blanquer, qui est dirigeante de Blau, une agence d'architecture et d'urbanisme qui a la particularité de mettre au cœur de son activité les démarches participatives et l'économie circulaire. Donc, je lui laisse tout de suite la parole pour présenter l'histoire, les valeurs et les différents projets qu'elle mène au sein de Blau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le module sur votre droite pour poser vos questions. Et on se retrouve à la fin de la présentation aussi pour échanger. Hop, je passe la main du coup à Marie. Bonjour à tous. Donc Marie Blanquer, je suis architecte urbaniste. Donc je vais vous présenter l'activité de l'agence Blau, donc une double activité, architecture, urbanisme, autour desquelles gravitent des valeurs importantes pour nous. Tout d'abord, le fait qu'on prône un urbanisme de terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on met au cœur de nos projets les partenaires, les élus, les techniciens, mais aussi et surtout la maîtrise d'usage. Donc, voilà, pour donner quelques chiffres, l'année qui vient de passer, c'est 42 ateliers qui gravitent autour de nos études urbaines et 1400 habitants rencontrés. On réalise des études préopérationnelles, de la maîtrise d'œuvre d'espace public, des démarches participatives, mais aussi des démarches et chantiers d'occupation transitoire, temporaire ou préfigurative. Côté architecture, on a différents types d'activités. Donc, de la construction, dans le logement, on a de l'hôtellerie. On a livré cet hôtel en mai 2022 à Amiens, un hôtel pour patients, donc un hôtel qui est lié à l'hospitalier. La construction de logements, où on va aussi penser aux usagers. Donc, par exemple, sur ce site qui est en cœur de la ville dense, imaginez un toit totalement accessible avec une serre pour les habitants. Ici, on commence à surfer entre la construction et la réhabilitation, puisque c'est une opération de logement dans lequel on a restructuré une ancienne ferme, créé son extension dans lequel est venu s'installer un béguinage. Et puis, il y a des logements individuels et collectifs qui complètent la programmation. Donc, la réhabilitation, elle prend une part de plus en plus importante dans notre activité. On a ce projet qui est en chantier depuis plus d'un an, donc 360 logements à Hélène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on surfe entre l'architecture et l'urbanisme, puisque vous voyez au regard de la photo aérienne la dimension du site. Et puisqu'on sait très bien que quand on habite d'un bout à l'autre du quartier, on ne se connaît pas forcément, on a créé un petit lieu qui s'appelle l'hôtel de la Chapelle des Loques, dans lequel on trouve le bureau du pilote social, une salle pour les associations et des logements témoins, des logements tiroirs qui sont associés à cette présence sur site qui permet parfois de rassurer des personnes qui en ont besoin. Toujours réhabilitation et urbanisme, une opération de réhabilitation de 200 logements miniers qu'on fait à Écaudin, dans lequel on a le volet réa et aménagement urbain, puisqu'on a fait la requalification des 80 hectares du site, ainsi que la revalorisation de l'ancien terri, pour que ça devienne un parc et qu'il puisse prendre tout son envol, alors qu'aujourd'hui c'est un peu un site déserté. Et puis dans la réhabilitation, on approche aussi la massification, avec notamment cette opération de réhabilitation de 1400 logements de type Camus, qu'on réalise avec Bouygues Bâtiment Nord-Est et Maison et Cité. Massification qui nous amène aussi à réfléchir à l'industrialisation. Alors j'aime bien parler d'industrialiser de l'invisible, puisque il ne faut pas tomber dans l'excès d'industrialisation, et en même temps, au vu des enjeux qui nous attendent, il faut bien quand même peut-être s'outiller de quelques éléments. Et on a donc participé au concours Innovation Énergie Sprong
l'année dernière, ait remporté le prix de la catégorie équipement avec un process, un produit industriel qui s'appelle Élémentaire, qu'on a imaginé vraiment comme voilà, un nouveau produit de l'industrie qui permet de gagner du temps et du temps dans la conception et la réalisation de projets de réhabilitation, d'équipements, de bureaux, qui pourraient se décliner aussi sur du logement. Mais je voulais aussi mettre en valeur toute la recherche et le travail qu'on mène sur l'économie circulaire. C'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur à l'agence. Et encore plus pour moi, c'est quelque chose qui date. Alors je me suis dit qu'il fallait que je parle des prémices. C'est 2005. En 2005, on travaillait sur le Chanel à Calais. Enfin, je suis encore étudiante à l'époque et avec un petit groupe d'étudiants, on réalise un pavillon dans ce grand projet culturel qui est mené par Patrick Bouchin, où on fait le pavillon sans chute, alors qu'il y a une forme architecturale assez découpée, et donc on a énormément de chutes de coupe de tôle. Donc on va imaginer le calpinage pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Ce qu'on a pu comparer au bâtiment d'à côté et qui a effectivement fonctionné, donc beaucoup moins de chutes que les autres. Et puis un bâtiment qui était isolé en isolant en plume de canard, donc une forme de revalorisation de déchets de l'industrie agroalimentaire. Vous voyez qu'on est aussi toujours dans des démarches d'ouverture des chantiers au public pour qu'on puisse sensibiliser les différentes populations, voisins, mais aussi enfants, des ouvriers ou enfants du quartier. Dans les prémices, il y a aussi l'Union. J'ai passé 5 ans côté maîtrise d'ouvrage, donc à la Salle-Ville renouvelée, où je me suis chargée du démantèlement de plusieurs tènements industriels, où on a fait un gros travail de revalorisation. Alors, on voit ce tas de briques qu'on cassait, c'est simple, mais aussi une ressourcerie autour du réemploi des pierres bleues qui étaient sur site et réemploi aussi d'objets complètement atypiques. On voit ces 2 grandes cuves qui alimentaient la chaufferie de l'usine, qui sont devenues des cuves de récupération d'eau de pluie pour les espaces publics. Puis la réhabilitation de l'îlot Stephenson, toujours sur l'Union, là où j'étais repassée côté maîtrise d'œuvre, où on a mis en place une ressourcerie du chantier de déconstruction qui était préalable à la réhabilitation de ces maisons. Et on a réemployé sur le chantier de réhabilitation des éléments qui venaient du chantier de déconstruction, notamment des tôles de bardage pour les fermetures provisoires qu'on utilisait pendant le chantier de déconstruction, des tôles de roulage qu'on avait sur l'usine d'à côté, on les voit ici. Et puis, en aménagement intérieur et extérieur, encore une fois, bien sûr, un gros travail sur les carreaux de ciment qu'on a remis en œuvre différemment parce que certains étaient très lourds dans l'ambiance architecturale intérieure. Donc, on a fait des tapis, des seuils d'entrée, etc. Le réemploi des tuiles, mais plutôt en réutilisation d'ailleurs, puisqu'elles n'ont pas servi de tuiles à la fin. On a dû les déposer pour les garanties décennales. On en a fait des murs de clôture de jardin. Et bien sûr, des travails sur les planchers, sur des portes qui deviennent des bancs, etc. pour l'aménagement intérieur. Les 2 photos d'en bas sont des projets de restauration. Donc, on a cette échelle 1 intéressante pour créer du mobilier. Et puis, donc voilà, on faisait plein de choses intéressantes avec des gravats, avec du second œuvre, de la déco, j'ai envie de dire, et on voulait vraiment s'attaquer à une dimension plus forte. Et notamment celle du gros œuvre et du clos et couvert. Donc, on a exploré longtemps les filières de l'industrie, de ce qui est produit, de ce qui est transformé, de comment on utilise, comment travaillent les entreprises, comment se fait l'acheminement des matériaux pour trouver des pistes de gisements assez importants qui nous permettent d'avoir de la masse. Et donc voilà, après pas mal d'échanges, on a rédigé un partenariat avec Etex et Keaton pour le réemploi de bardages sauvés de la benne, entre guillemets, puisqu'en fait, ce sont des bardages qui sont neufs, mais qui sont en réalité des fins de série. Ils les ont gardés une dizaine d'années pour les garanties décennales, etc. Et voilà, à terme, le stock coûtant, ils cherchaient pour en faire d'autres que d'un jour les éliminer. Donc, on a fait un premier chantier test à l'homme avec la réhabilitation, l'isolation thermique par l'extérieur d'une dizaine de logements avec ce principe de réemploi de bardage. Donc, ce qui est compliqué, ou en tout cas ce qui est une nouvelle manière de concevoir quand on travaille avec ce type de matériaux, c'est qu'on démarre le projet avec un tableau Excel géant, avec une liste de matériaux, avec
des tas de couleurs, des tas de finitions, des tas de... Voilà, c'est bien la donnée et le gisement qu'on a qui va guider notre travail architectural. Donc voilà, le premier petit test sur ces 10 petits logements, jusqu'à un projet un peu plus d'ampleur. Donc la photo de droite, on est au début de bardage, donc je n'ai pas de photo d'ensemble, mais vous pouvez voir l'assemblage de 1500 mètres carrés de bardage sur un projet d'usine qu'on fait pour le Laboratoire français du biomédicament. C'est une unité de valorisation de déchets qui s'installe dans un ICPE, donc avec toutes les contraintes que ça comprend. Et pourtant, un choix très vertueux déjà à la base de l'industriel de valoriser les rebuts de sa fabrication et donc de créer un bâtiment pour accueillir le process qui permet de valoriser ces rebuts. Et donc, pour faire un bâtiment aussi vertueux que leur démarche, on leur a proposé de réaliser un bâtiment en bois paille, avec les contraintes d'isolation au feu qu'il faut respecter, mais qui se règlent finalement assez facilement en termes techniques. Donc voilà, on a des murs à ossature bois remplis d'isolation paille, couverts de fer maciel, qui nous permettent de tenir ces enjeux-là. Donc 1500 mètres carrés de bardage de réemploi sur la précédente image, et aussi quelques recherches parallèles, notamment celle-ci où on a travaillé pour un petit projet de logement pour des gens du voyage sédentarisés. Le sujet, c'était de leur créer une unité dans laquelle il y a une salle de bain, cuisine et un petit coin repas qui est associé à la caravane, qui reste le lieu de vie, de sommeil. Et puis voilà, ça c'est vraiment deux petites unités qu'on vient joindre et qu'on a travaillé avec des containers de réemploi, des containers transformés. Donc on a une photo d'un petit container, en réalité on est sur des 40 pieds. Bon, c'est un projet qui est un peu difficile à sortir en ce moment au vu de l'explosion des coûts de ce type de container. Mais bon, là on est en train de regarder si on fait peut-être une variante dans un autre type, mais pour vous montrer un peu les démarches qu'on porte. Et le métal va m'amener à une dernière référence sur laquelle je vais passer un tout petit peu plus de temps. Je répondrai aux questions après, si ça ne vous dérange pas, comme ça je réussirai à être peut-être à donner des exemples à travers les références que je vous montre. Donc le dernier projet, un projet un peu exploratoire qu'on mène pour l'établissement public foncier en partenariat avec la métropole européenne de Lille. En fait, c'est un sujet qu'on a abordé côté urbaniste dans une étude préopérationnelle où on nous a donné ce site que vous voyez à l'écran, qui est un ancien site industriel, pour créer un projet d'aménagement de logement. Donc, on a un peu remis en cause au départ cette programmation en se disant on a un site industriel, il est en bon état puisque dans l'histoire, il s'avère que les bâtiments ont été construits au fil de l'eau, du développement de cette industrie, et que les derniers, moins de 20 ans. Toutefois, la ville de Bousbecque a besoin de construire des logements, elle n'a plus de terrain urbanisable, l'outil industriel, l'industrie a fermé, il a essayé de revendre à d'autres industriels. À l'époque, il n'y a pas d'industriel qui était intéressé, donc on a hérité de ce site industriel. Toutefois, nous, ce site, il nous semblait être un formidable gisement de matériaux, puisque c'est un site en bon état et bien conservé, bien entretenu par l'établissement public foncier qui est en propriétaire. Donc, on a proposé 3 types d'interventions dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre, de démolition et de démontage qu'on a aujourd'hui donc avec Valétude. 3 types d'interventions. Une part de réutilisation sur site, donc de matériaux conservés pour les futurs aménagements de l'opération de logement qui suivra. Une part de réemploi et de réutilisation hors site. Donc ça, c'est des matériaux des bâtiments qui sont à vendre. Et un 1% design pour profiter de cette opération et de tous les partenaires qui sont autour de la table pour mêler la culture à l'aménagement, la culture à la construction. Donc on a réalisé 30 fiches de diagnostic ressources qui nous ont guidés à développer ces 3 types d'interventions. Donc
Vous avez le plan d'aménagement du quartier, bon, qui évoluera peut-être un petit peu dans les phases opérationnelles qui vont arriver côté aménagement, mais il nous donne quand même les grandes tendances. Et notamment, ça nous a permis de chiffrer les linéaires de voirie, les linéaires de cheminement, les zones qui sont réservées au parc, qui vont pouvoir permettre de stocker des matériaux d'ailleurs pour le futur projet d'aménagement. Donc voilà, pour donner quelques chiffres, sur ce site, on aura 1800 mètres cubes de concassage qui vont servir au cheminement au parking, quasiment autant qui vont servir à l'aération des voiries. On garde des mètres linéaires de poutres pour faire des bordurages de cheminement, etc. Des poteaux béton, des structures béton, d'une des halles béton qu'on va transformer, on va basculer et poser au sol pour faire des bancs. Pardon. Après, donc, l'étape 2, ce qui est à vendre. Alors, on a cette petite image disponible pour des montages ou bâtiments à vendre. Aujourd'hui, on est en train d'établir le dossier de consultation des entreprises pour ce sujet. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même des sacrés morceaux. Donc, c'est un CCTP, une consultation qui reste encore un peu atypique, bien que l'idée, elle est simple. Je vais vous montrer le 1% design et après je rentrerai dans cette deuxième étape qui est le plus gros morceau de ce projet. Voilà, pour le 1% design, ce qu'on a proposé, c'est de mettre à disposition de la matière pour des designers. Donc, parce qu'on a des tas et des tas de tuyaux et que, étant sensible au design par expérience, notamment un commissariat d'exposition pour la capitale mondiale du design, j'avais rencontré des designers qui travaillaient là-dessus. Donc, j'avais des images et quand j'ai vu tous ces mètres linéaires de tuyaux sur le site, je me suis dit qu'on pouvait certainement imaginer quelque chose avec eux. Donc, je reviens sur la partie 2, celle des matériaux et bâtiments à revendre. Aujourd'hui, on cherche des partenaires ou, enfin, en tout cas, des modalités, des projets, on cherche sur quoi se greffer pour réemployer 2 à 3 des bâtiments les plus récents. Donc là, on a la fiche du bâtiment 8 et 9, vous les voyez ici. Donc, c'est des bâtiments qu'on a relevés, modélisés, on a leur tram, l'anthrax, etc. Donc, par exemple, bâtiment 8, environ 5000 m², le bâtiment 9, quasiment autant. La hauteur à l'égout, 7 mètres. On a leur année de construction, l'état, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est d'inclure ça dans un marché de démolition, déconstruction et démontage pour pouvoir leur donner une seconde vie. Ils ne peuvent pas rester là, mais moyennant une intervention, on les découpe et on les dépose en kit. Donc ce marché de démolition, il va comprendre les prestations courantes qu'on a l'habitude de voir, de la valorisation, bien sûr, béton, métal, et puis tout un volet économie circulaire qui va donc de portes, de casiers, de cabines, etc., jusqu'à ces bâtiments. Alors, je vais donner quelques petits exemples. Je reviens sur ce bâtiment 8 et 9. Donc, voilà, ça, c'est les fiches où on détaille les IPE, les sections, etc. On a donc donné des préconisations. Alors, sur le papier, on se dit que c'est simple. Il suffit de démonter dans l'ordre où ça a été monté. Donc, on démonte tout ce qui est suspendu au toit, les RIA, etc. On enlève la couverture, on enlève les façades et puis après, on démonte en confortant au fur et à mesure la charpente métallique, comme on l'a fait finalement pour le chantier de construction. Deuxième volet qu'on pourrait présenter, ce sont ces charpentes béton dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont clavetées. Donc voilà, on est allé voir comment ils étaient faits. On veille à ce qu'il n'y ait pas de problématique d'amiante ou de plomb dans les prestations qu'on propose, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui devrait se faire en amont. Donc après, on ne serait pas sûr de pouvoir faire ce qu'on a imaginé. Donc là, on enlève le clavetage. On a quand même une action de levage pour mettre à terre ici ce qu'on appelle le boomerang et en faire demain un banc. Et puis, autre petit point atypique pour vous donner un peu des notions de volume ou d'ordre d'idée, des portes sectionnelles. En fait, on a énormément de portes sectionnelles qui fonctionnent. Certaines sont encore en fonctionnement pour la fermeture et donc des fois les besoins d'accès qu'on a. Donc là, encore une fois, il faut un professionnel de la porte sectionnelle qui va être capable de venir la déposer pour qu'elle soit reposée, puisqu'il ne faut absolument pas l'abîmer.
il ne faut pas altérer le fonctionnement du moteur, et puis qu'il puisse faire un petit diagnostic du moteur en disant il est en fonctionnement, il suffit de faire ça, il faut changer je ne sais pas quelle pièce. D'ailleurs, j'aurais pu préciser que sur les charpentes métalliques, on a aussi cette dimension dans le groupement qui répondra à l'appel d'offres, de trouver un charpentier métallique qui va pouvoir d'ailleurs assortir la découpe et donc la pose en kit devant le bâtiment, du bâtiment qu'on démonte, avec des mesures de dureté, des caractérisations des aciers pour voilà, que le bâtiment reparte avec une fiche pour reconstruire ailleurs avec tel type de caractéristiques. Donc voilà les prochaines étapes, parce que j'imagine que, enfin voilà, je me dis que dans le panel de personnes qui m'écoutent, on se demande peut-être quelles sont les étapes. Les prochaines, c'est avoir un retour en fait sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va le faire. On va le faire avec l'entreprise qui sera désignée lauréate de la consultation. C'est vérifier que tous les engagements sont tenus, vérifier la traçabilité de l'évacuation dans certaines filières, où est-ce qu'est remonté le bâtiment, etc. Donc pour ça, on a mis en place un certain type de bordereau de suivi, d'évaluation des engagements, etc. pour nous permettre de faire un retour sur expérience, ce qui est quand même à cette dimension-là une première, même si voilà, ça reste des idées simples, mais elles sont dures à mettre en œuvre. En réalité, ça fait quand même quelques années qu'on travaille et qu'on œuvre pour faire avancer ce sujet. Et puis, bien sûr, on va faire un retour à tous les partenaires, le CD2E en est un, Team 2, la Fédération française du bâtiment et tous les acteurs de ce projet qui nous suivent pour pouvoir capitaliser et continuer, remettre ça sur un autre projet. Voilà, donc vous avez un peu plus une idée de ce qu'on fait. On est à votre disposition si vous avez des projets avec des moutons à 5 pattes ou je ne sais pas, des projets un peu atypiques comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie et pour nous, c'est une très bonne manière de s'engager, voilà, de mettre au service notre matière grise pour inventer des procédures ou pour trouver des solutions à des gens qui ont des projets vertueux. Merci. Merci beaucoup Marie. On a reçu 2 questions sur le chat. Je me permets du coup de les lire. Une question de Mathieu qui dit « Bonjour Marie, dans le cadre de l'économie circulaire et tout ce que cela comporte, dans vos projets actuels ou futurs, utiliserez-vous des matériaux plus vertueux comme le béton avec un liant autre que le ciment ou le bois afin de diminuer le bilan carbone du chantier ?» Bien sûr. Alors, nous, on cherche à le faire depuis des années. On voit que on a rencontré plein de difficultés. On commence quand même à rencontrer des maîtres d'ouvrage de plus en plus vertueux, donc qui sont contents qu'on leur propose des sujets comme ça. Et on a quand même la RE 2020, la réglementation environnementale, qui prend le relais de la réglementation thermique, qui va nous aider, puisque l'analyse de cycle de vie est à réaliser pour le projet. Des bétons aujourd'hui, par exemple, sur le bâtiment du LFB, on fait des bétons avec 50% de granulats recyclés, alors qu'actuellement, on expérimente sur 30% à droite à gauche. Donc là-dessus, on travaille avec NeoEco qui nous a accompagnés d'ailleurs qui a porté ce volet-là du projet sur la formulation d'un béton avec plus de granulats recyclés. Et en fait, on se forme. L'équipe va régulièrement en formation, donc on a entendu parler des bétons de bois, des bétons avec plus de sable, etc. Donc, non, béton de terre, pardon. Donc voilà, nous on continue toujours à se former pour pouvoir être disposés pour faire des propositions en amont. Super, merci. Deuxième question de Marine Vartel. En termes de coût, ce type d'opération se positionne comment ? J'imagine qu'il y a un gain au niveau des matières premières, mais un temps main-d'œuvre beaucoup plus important. Comment cela se traduit sur vos différentes opérations ? Alors, pour l'instant, et j'espère que dans 3-5 ans, je pourrais dire le contraire, mais il faut quand même avoir conscience que pour l'instant, les 2 projets, par exemple, que je vous ai présentés, le LFB et Bousbecq, on a un surcoût lié à ces démarches environnementales. Certaines donnent lieu à des subventions. Donc, voilà, il y a
peut-être pas un équilibre par rapport à une opération standard, mais voilà, il y a des surcoûts qui peuvent être pris en charge partiellement. Il y a aussi des surcoûts potentiellement de maîtrise d'œuvre qu'on n'a pas actionné pour l'instant, mais qu'on pourrait actionner, donc qui peuvent être pris en charge. C'est encore le cas aujourd'hui, puisque l'opération de démontage là, que je vous présente sur Goosbeck, aujourd'hui, personne ne fait comme ça. On déconstruit, on valorise. C'est-à-dire que le métal, on le découpe, on le broie, on le met dans une benne, ça part, c'est refusionné. Ça, on connaît le prix, ça fonctionne, on sait où l'envoyer, etc. Ce qu'on propose là, c'est-à-dire, alors, il y a les bâtiments qu'on démonte en entier, ça c'est un vrai challenge d'aller revendre ce bâtiment pour remonter ailleurs. Mais il y a aussi des bâtiments qui sont moins faciles à remonter. Donc là, on a proposé par exemple de découper des sections pour créer des sections. Parce qu'on a compris en travaillant avec les charpentiers métalliques qu'en fait, eux, ils achètent des sections d'IPN. Donc pourquoi pas utiliser notre chantier pour créer des sections, du stock de sections. Et ben aujourd'hui, c'est plus compliqué de revendre des sections à l'issue d'un chantier comme le mien que un industriel vende lui des sections qui pour autant peuvent être des sections d'acier recomposé. Donc c'est juste que aujourd'hui, c'est pas assez organisé pour que ce soit à ISOCOût, voire moins cher. Et en même temps, faut se dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le cours du métal, par exemple, dans 6 mois. On ne sait pas comment ça va évoluer avec le coût de l'énergie, etc. Peut-être que dans 6 mois, on aura la chance de pouvoir être moins cher qu'un producteur parce qu'il y a un manque, parce qu'eux ne savent plus fondre pour refaire. Mais voilà, on n'est pas encore à ISOCOût. Ça marche, merci pour la réponse. On prend une dernière question parce que je vois que le temps défile. Monsieur Mathieu Mallet qui demande concernant le béton claveté dans le cadre d'un recyclage, l'armature métallique ne pose pas de problème lors du concassage? Alors, pour les bétons qu'on concasse, de toute façon, quand on concasse, on trie et effectivement, les dispositifs de concassage sont pourvus de mécanismes qui permettent de trier et de faire qu'il n'y a pas de métal dans le béton concassé. De toute façon, sinon ça remettrait en cause la formulation de béton quand on va l'utiliser après. Donc bien sûr, le concassé de béton, une fois qu'il est revendu pour du concassé, il est exempt de métal. Pour les fameux boomerangs que je vous montrais qu'on veut utiliser en banc, c'est pour ça qu'on n'utilise que la partie entière qu'on déclavette, c'est-à-dire qu'on enlève l'assemblage pour récupérer une section entière, justement pour ne pas avoir à la découper, pour pas avoir de risque que on se retrouve, forcément si on la découpe, on va couper le fer, il va s'oxyder, donc il va éclater au premier gel, et donc on va avoir un banc qui va tenir quelques années, voilà, c'est pas le but. L'idée là, c'est quand même de garantir, on est déjà dans des méthodes exploratoires, donc de garantir que ce qu'on propose soit dans un durable. Donc c'est pour ça qu'on a proposé d'utiliser le morceau en entier, déclaveté, comme ça on ne touche pas au fer. Et c'est bien. D'ailleurs, c'est une portion qui a été industrialisée à une époque, donc on va utiliser cet élément dans son entièreté. Alors, est-ce que Marie, tu as encore le temps pour une question ou ouais. Alors, il y avait Farida Moumeni qui demandait si ce type d'opération de démontage doit peut-être nécessite, en fait, ce type d'opération de démontage nécessite donc des besoins de stockage importants. Comment gérez-vous avec le maître d'ouvrage ces volumes de stockage? Alors, c'est une vraie question. L'EPF, il doit rendre un site vide. Il doit bien restituer un site vide à la collectivité puisque la collectivité doit aménager derrière. Pour les éléments qui serviront pour l'aménagement de ce site après, on a la chance d'avoir un parc dans le projet, vous l'avez vu, c'est toute la bande verte qui était sur le côté. Donc, ce qui est nécessaire pour le chantier d'aménagement, on va pouvoir le stocker sur place sans que ça gêne personne et que ça remette en cause le contrat qui est entre l'EPF et la MEL, parfait. Ce qui est plus compliqué, c'est pour tout ce qu'on propose de revendre. Là, aujourd'hui, on a plusieurs hypothèses, mais dans tous les cas, dans ce cahier des charges, la consultation qu'on est en train d'établir pour la consultation de groupements d'entreprises qui font les travaux, il y a bien à identifier de leur part où va être stocké, puisque
aujourd'hui, dans l'attente, dans les 6 mois qui viennent de passer et dans le mois qui arrive, avant que le dossier parte, on n'a pas trouvé de plateforme de gros œuvres. C'est-à-dire qu'on connaît des plateformes qui rassemblent des matériaux à réemployer ou réutiliser pour le second œuvre. Ça existe, on en a identifié, ça pourrait marcher. Donc, pour toutes les petites choses, entre guillemets, genre les fenêtres, les cabines, les sanitaires, ça, on sait que ça trouvera sa place dans des plateformes. Donc, on sait que les opérateurs en ont eux-mêmes. La vraie question, c'était pour tout ce qui est grande échelle, les bâtiments, les sections, etc. Donc là, on est en train quand même de trouver quelques partenariats. Pour le métal, les sections, on pourrait trouver. Pour le métal à revaloriser, bien sûr que ça, on le retrouvera, c'est quelque chose qui est habituel. Mais voilà, on reste à l'affût. C'est pour ça que ces rendez-vous peuvent nous permettre de se rencontrer. Si aujourd'hui, demain, quelqu'un d'entre vous actuellement travaille sur une plateforme de grosses œuvres et donc de stockage d'éléments de grosses œuvres en vue du réemploi et de la réutilisation, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'établissement public foncier pour qu'on puisse mettre en relation nos projets et faire qu'ensemble, on puisse développer ça à plus grande échelle que ce qu'on fait aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous. Pour les questions. Donc, pour les adhérents qui souhaiteraient, comme Marie, présenter leur activité, il vous suffit de compléter le questionnaire pour le portrait adhérent et on revient vers vous pour planifier une date de présentation en distanciel. À noter donc que le prochain rendez-vous aura lieu le 27 octobre et on aura Sylvie Berthe, indépendante, qui propose de l'accompagnement administratif et du secrétariat externalisé qui présentera donc son activité. Et entre-temps, n'hésitez pas à faire un tour sur l'agenda du CD2E parce qu'il y a plein d'occasions, de salons, d'événements, d'ateliers pendant lesquels vous pouvez vous rencontrer et rencontrer nos consultants du CD2E. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation et un grand merci à Marie. Merci pour tous les messages très encourageants dans le fil de la discussion. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.